C'est bon. Merci beaucoup pour ce caout. Donc, comme vous l'avez compris, on va passer à au dernier volet de cette journée. Donc, c'est l'homme et son lien à soi, c'est-à-dire une table ronde sur le transhumanisme et sur l'intelligence artificielle, animée par Madame Alzieux. Autour de cette table, on retrouve Dr Laure Tabouy, qui est neuroscientifique et éthicienne, ainsi que le père Benoît Copeau, le directeur du Centre Laennec, qui est une prépa médecine à Paris. C'est parti. Non, hein ? Pas encore, voilà. Donc en effet, nous allons consacrer cette table ronde à un sujet très actuel, celui du transhumanisme, de l'intelligence artificielle et des neurosciences. Et au cœur de ce thème, il y a un continent merveilleux, d'une infinie complexité et qui est loin d'avoir livré tous ses secrets. Je veux parler du cerveau. Le cerveau, c'est environ 1,5 kg de chair molle, qui n'a l'air de rien, mais qui est composé d'une centaine de milliards de cellules nerveuses reliées entre elles. Et l'ensemble de ces connexions se compte en milliards de milliards. Si le cerveau est comparable à un continent, rien d'étonnant alors qu'il suscite l'envie de l'explorer, d'en savoir plus sur sa nature et sur son fonctionnement. Les disciplines qui se sont lancées dans cette aventure, ce sont les neurosciences. Alors je le disais, si le cerveau est loin d'avoir livré tous ses secrets, on en sait déjà pas mal à son sujet et on sait même le réparer ou intervenir pour soigner certaines pathologies ou en limiter les effets. On sait le réparer dans une certaine mesure pour soigner, mais, et c'est là que les questions de transhumanisme et d'intelligence artificielle interviennent, il est aussi possible de le transformer pour en augmenter les capacités. Il y a une 50aine d'années, c'était encore de la science-fiction. Aujourd'hui, c'est possible. Mais dans le fond, ce qui est en jeu avec ces questions, c'est peut-être le rêve, le fantasme d'immortalité. Alors, est-ce que c'est un rêve ou un cauchemar ? C'est peut-être une des questions auxquelles on va essayer de répondre dans cette table ronde, car ce sujet n'est pas sans poser un certain nombre de questions éthiques. Jusqu'où faut-il aller ? Où finissent le soin, la médecine et où commence le transhumanisme ? Est-ce qu'on est déjà en train de déléguer une part du discernement humain à des machines ? Et puis finalement aussi, quelle place pour la fragilité, la vulnérabilité et la finitude qui caractérisent la condition humaine ? Est-ce qu'il faut chercher à les abolir, à en repousser les limites ou au contraire à les apprivoiser et peut-être, pourquoi pas, les considérer comme des expériences nécessaires à la vie et à la spiritualité ? Un sujet complexe, évidemment, auquel on va réfléchir avec mes deux invités. Vous avez déjà entendu donc leur nom et leur fonction, mais on va vous représenter de manière un peu plus précise. Laure Tabouy, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté de participer à cette table ronde. Vous êtes donc neuroscientifique et vous avez soutenu un doctorat en 2012 à l'Université de Paris-Cité. Vous travaillez maintenant sur les questions d'éthique et la philosophie des sciences que vous enseignez à l'Institut catholique de Paris. C'est ça. Père Benoît Copeau, bonjour. Vous pouvez l'utiliser tout de suite. Bonjour. Voilà, je crois qu'il marche tout seul, à peu près. Vous êtes donc jésuite et vous dirigez le Centre Laennec à Paris, après avoir dirigé celui de Lyon pendant de nombreuses années. Vous accompagnez au sein du Centre Laennec des étudiants en médecine, en réfléchissant avec eux aux questions d'éthique justement posées, auxquelles ils vont être confrontés, ou peut-être même ils sont déjà confrontés dans le cadre de leurs études, et puis dans quelques années dans le cadre de l'exercice de leur métier. Alors ces questions d'intelligence artificielle, de neurosciences, de transhumanisme, dans quelle mesure est-ce que vous y êtes, vous, confrontés, et dans quelle mesure est-ce qu'elles vous intéressent, Père Benoît Copeau ? Alors, tout ce qui concerne l'intelligence artificielle, ça m'intéresse beaucoup, d'autant plus que ça joue un rôle qui devient de plus en plus important auprès des étudiants dans le domaine de leur apprentissage, et comme étant un outil parfois quotidien ou très courant pour étudier, pour apprendre, dans leur travail intellectuel. Voilà. Alors, tout ce qui concerne neurosciences, je ne suis pas spécialement amené à
à travailler avec des personnes qui se posent ce genre de questions. Parce que les étudiants que j'accompagne sont des étudiants qui sont en premier ou en second cycle d'études de médecine. Donc ça, c'est plus des questions qui impactent davantage les internes ou alors les médecins-chercheurs et qui ne fréquentent pas habituellement le centre, ou alors que je fais venir au centre peut faire venir pour des conférences de formation pour les étudiants du centre Laennec. Donc si je comprends bien, c'est plutôt les questions d'intelligence artificielle auxquelles vous êtes confrontés et auxquelles vous êtes amenés à réfléchir avec eux. Oui. Mais quand vous les aidez à réfléchir, c'est sous quelle forme ? Alors d'abord, on reçoit ces étudiants individuellement plusieurs fois par an. Et donc à cette occasion, ils peuvent nous parler des questionnements éthiques qu'ils peuvent avoir, les propres questionnements personnels qu'ils peuvent avoir aussi sur l'évolution de la médecine. Notamment, ce qui les préoccupe davantage, c'est tout ce qui concerne l'intelligence artificielle, notamment à cause de l'évolution du métier de médecin que cela va impliquer. Et certains se demandent si est-ce que ça vaut la peine de s'engager dans telle ou telle spécialité, si celle-ci risque de disparaître éventuellement parce que l'intelligence artificielle obtiendrait des résultats plus satisfaisants que les connaissances humaines ou la réflexion purement humaine, voilà, ou l'observation. Voilà, ça, c'est des questions qui viennent. Les questions de neurosciences, en fait, c'est quelque chose qui, à mon avis, est un peu trop spécialisé pour que ça les touche immédiatement, ou alors il faut que je fasse venir, que j'organise spécifiquement une conférence sur le sujet pour qu'ils puissent s'y intéresser ou qu'on puisse aborder la question au centre Laennec. Alors Laure Tabouy, donc vous êtes neuroscientifique. Quel est votre parcours ? Qu'est-ce qui vous a conduit à cette discipline qu'est l'éthique ? Et l'éthique, oui. Alors comme vous avez souligné, je suis neuroscientifique, je suis biologiste de formation. J'ai un doctorat en neurosciences que j'ai soutenu en décembre 2012. Il s'avère que ça fait... Un tout petit peu moins près de la bouche. C'est bon, voilà. Il s'avère que j'ai soutenu il y a décembre 2012, donc voilà, je vais fêter l'anniversaire de ma soutenance de thèse. Je suis partie enseigner, je suis partie près de 3 ans et demi ensuite en Israël faire un post-doc recherche à l'université entre 2014 et 2018. Et c'est à mes retours en 2018 que j'ai commencé à plonger dans l'éthique des neurosciences, parce que c'était les états généraux de la loi bioéthique qui réouvraient, comme ça réouvre l'année prochaine, et que les neurosciences sont intégrées dans la loi aujourd'hui. Et un peu l'intelligence artificielle, mais en tout cas les neurosciences commençaient à être intégrées dans la loi, et que je voyais ma propre communauté scientifique se débattre un peu avec les questions d'éthique. Et donc j'ai décidé de faire un master d'éthique par la suite, et j'ai plongé dans un deuxième doctorat en éthique des neurosciences que je suis en train d'écrire et pouvoir soutenir l'année prochaine. L'éthique des neurosciences, c'est une discipline qui est... qui a une certaine maturité déjà, ou bien non, on en est un peu au début? On en est un peu au début. En fait, ce qu'on appelle l'éthique des neurosciences ou la neuroéthique, elle est née en 2002, en plein cœur de ce qu'on va parler en fait là pendant 1 heure. C'est en plein cœur des interfaces aux machines, des neurotechnologies, et de cette relation entre les neurosciences et les systèmes d'IA. Et c'est une discipline très jeune. En France, c'est rattaché à la philosophie. Parce que l'éthique n'est pas une discipline en tant que telle. Dans le reste du monde, c'est une discipline en tant que telle, mais en France, historiquement, c'est encore rattaché à la philosophie. Donc je fais un deuxième doctorat en philosophie, spécialité éthique, pour répondre à ces questions. Alors je trouve que c'est important qu'on prenne le temps de prendre les termes les uns après les autres pour les définir, pour être bien sûr qu'on parle tous de la même chose, parce que les termes d'intelligence artificielle, de neurosciences ou de transhumanisme, on sait tous à peu près ce que ça veut dire, mais le à peu près suppose un certain nombre de nuances ou de points aveugles. Et donc j'aimerais que vous nous aidiez à définir, à comprendre ce qu'on entend. Alors pour commencer par neurosciences. Qu'est-ce que c'est que les neurosciences? Je crois que le pluriel est très important. Le pluriel est très important. On ne parle pas de la neuroscience, on parle des neurosciences.
Même en anglais, il y a un S. Les neurosciences sont une discipline académique, aujourd'hui installée, mais néanmoins jeune, née dans les années entre les années 50 et 60, dans les années plutôt 60, début 60, de par un programme de la DARPA et de la Air Force aux États-Unis, donc en lien avec l'armée américaine, dans l'engouement de ce qu'on appelle la cybernétique, qui, elle, est arrivée dans les années 40-43, et des 10 conférences Messi qui ont suivi 43 jusqu'à 50, jusqu'à 56, jusqu'à la naissance officielle du nom intelligence artificielle en 56. Et les neurosciences sont héritières de toute l'histoire de la médecine, de la neurologie, de la neuroanatomie. C'est pour ça qu'il y a un S, c'est parce que c'est la fusion d'une vingtaine de disciplines qui ne discutaient pas forcément entre elles. Donc les neurosciences sont issues d'une longue tradition de la médecine, qui ont traversé des siècles. C'est un champ de recherche transdisciplinaire aujourd'hui qui est vraiment né de la convergence des approches moléculaires, cellulaires, du tissu nerveux. Donc quand on parle de tissu nerveux, c'est le cerveau, mais aussi la moelle épinière et le tronc cérébral, qui sont le système nerveux central, et le système nerveux périphérique, c'est tous les nerfs. Donc ça englobe des domaines scientifiques tels que de la molécule à la cellule, au comportement, la génétique, au développement embryonnaire, à l'évolution, jusqu'aux aspects computationnels. Et c'est là où la frontière avec les systèmes d'IA arrive. Les aspects computationnels. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout ce qui est la recherche tout ce qui est l'utilisation tout ce qui est autour de cette convergence entre les neurosciences, donc la biologie, l'informatique, l'ingénierie et le numérique, en fait, qui sont nés qui sont vraiment nés à partir de la cybernétique, en fait, des années 40. Est-ce qu'on peut dire que au centre, c'était un peu l'objet de mon intro, il y a le cerveau quand même, qui est ce continent qu'on commence à découvrir et qui est absolument fascinant. En fait, au centre, il y a tous les mécanismes cérébraux, le cerveau qui a inspiré le développement numérique depuis les années 40 et qui, c'est vraiment, les systèmes d'IA sont arrivés parce qu'on a voulu s'inspirer, on a voulu simuler, on a voulu imiter le fonctionnement du cerveau. C'est la base de toute la cybernétique et la base qui a donné lieu au système d'IA et à l'intelligence artificielle qui est née officiellement en 1956. Alors pourquoi est-ce qu'on a voulu s'inspirer du cerveau? Qu'est-ce qu'il a de si spécial, le cerveau humain? En fait, il y avait, au départ, c'était pas forcément une question de copier le cerveau pour pouvoir imiter, pour pouvoir s'insérer dans le cerveau, c'était imiter la manière dont le cerveau communiquait, dont les cellules du cerveau, les neurones, communiquaient entre eux. Donc c'était un rapport de communication entre les cellules et comment est-ce qu'on pouvait imiter les communications et comment est-ce qu'on pouvait externaliser les communications. C'est en lien avec toutes les machines à calculer qui ont déjà externalisé depuis quelques siècles la manière de calculer et la rapidité qui nous a donné une certaine rapidité dans le calcul. C'était à la suite vraiment de vouloir externaliser et de vouloir un peu voir si une machine pouvait être capable de communiquer aussi rapidement qu'un cerveau, en fait. Mais parce que donc le cerveau a des capacités à peu près infinies? Non, il n'a pas des capacités infinies. En revanche, vous l'avez vu avec le quiz tout à l'heure, c'est une machine qui est quand même inégalée encore aujourd'hui, c'est vraiment la boîte noire, vraiment là où tout arrive et tout passe en fait. Et c'est l'organe le plus complexe, le plus protégé et qui est en éternel plastique, qui est plastique, en éternel qui est adaptable, qui évolue à chaque instant de notre vie jusqu'au bout, jusqu'à la fin de notre vie, et qui traite en fait. Alors le rapport du traitement de l'information, une machine va traiter beaucoup plus vite une information. En revanche, la capacité,
Le cerveau est une machine d'une puissance infinie pour le coup, qui est inégalée encore aujourd'hui et qui a une capacité de stockage d'informations qui est encore inégalée dans les machines pour le coup. Alors on va passer à l'intelligence artificielle. Père Benoît Copeau, comment vous en parleriez, vous, de l'IA ? C'est un outil qui est très intéressant. Alors je m'y suis intéressé, je suis devenu un utilisateur assez récemment, hein, mais c'est impressionnant en termes d'intelligence artificielle conversationnelle. On peut avoir effectivement l'impression de discuter avec quelqu'un. Alors en plus, ce qui est un peu troublant, je trouve, c'est lorsque là-dessus vous greffez un générateur de voix. On peut vraiment avoir l'impression de parler à une personne, alors qu'en réalité, ce que j'en ai compris, c'est que c'est pas de l'intelligence en fait. C'est simplement des calculs par rapport à des statistiques, et il arrive à trouver des réponses par rapport à des quantités extraordinaires de connaissances dont il dispose. On va faire un petit test. Est-ce que tu peux me donner des informations sur le père Benoît Copeau, jésuite ? Vous allez tout savoir. Bien sûr, le père Benoît Copeau est un jésuite français, connu pour son travail en spiritualité, en théologie et aussi pour ses interventions dans les médias. Il est notamment impliqué dans des conférences, des retraites spirituelles et il a aussi écrit plusieurs ouvrages. Si tu veux des détails plus précis ou des informations sur un aspect particulier, n'hésite pas à me le dire. Oui, alors ça c'est très intéressant, je vous remercie d'avoir fait ça parce que là, c'est un aspect aussi de l'intelligence artificielle, c'est les références fantômes. J'ai jamais rien écrit de ma vie, en fait. Donc, je suis heureux d'apprendre que j'ai écrit des livres. Voilà, c'est peut-être une prédiction. Non, en fait, c'est très utile. Notamment, j'utilise régulièrement pour reprendre, par exemple, des formulations pour des cours électroniques ou des choses comme ça, ou alors pour utiliser certaines fonctions dans des tableurs ou dans des outils de bureautique, ou alors quand on cherche des informations sur Internet, c'est beaucoup plus rapide que d'utiliser des moteurs de recherche. Par contre, là, il faut faire vraiment attention parce qu'ils peuvent vous sortir comme ils disent pas, il n'est pas capable de dire « en fait, je ne sais pas ». Donc, des fois, ils peuvent répondre. L'intelligence artificielle peut sortir n'importe quoi. Donc, moi, le conseil que je donne aux jeunes qui utilisent ça, c'est qu'il faut qu'ils utilisent l'intelligence artificielle lorsqu'ils font des recherches que sur des sujets qu'ils maîtrisent, qu'ils connaissent un peu. Là, ça devient utile parce que, effectivement, ça peut compiler des masses considérables d'informations et qui peuvent faire gagner un temps énorme. Mais en réalité, ils peuvent vraiment sortir des références inexistantes ou des choses qui n'existent pas du tout. Donc quand on ne connaît pas un sujet, je déconseille d'utiliser ce genre d'outils qui sont quand même très utiles et très intéressantes, alors notamment au niveau pédagogique. Et c'est là où moi ça m'intéresse beaucoup, parce que il y a certaines intelligences artificielles, vous lui envoyez le cours du prof, il le compile et puis il peut faire des QCM, des cartes mentales, des quiz, faire même des vidéos résumées des cours qui peuvent faire des centaines de pages. Et c'est remarquablement bien fait. Et d'un point de vue pédagogique, c'est très très utile. Vous avez le sentiment que l'utilisation de ChatGPT et autres intelligence artificielle du même acabit sont vraiment entrées dans les mœurs, que les étudiants aujourd'hui y ont recours de manière très très naturelle et très spontanée? Ils l'ont très vite compris, notamment alors lorsque, par exemple, il y a un cours qui est donné pour la première fois. Au moment des examens, les étudiants sont un peu nerveux forcément, puisqu'il n'existe pas d'annales sur le cours, donc ils ne peuvent pas s'entraîner. Donc une manière de faire, c'est envoyer le cours à l'intelligence artificielle et il vous sort des quiz. Donc comme ils s'entraînent sur des QCM, du coup ils peuvent le faire. Et s'ils savent bien utiliser, effectivement, l'intelligence artificielle génère des évaluations uniquement sur ce que vous lui avez envoyé. Mais il faut avoir un peu l'art du prompt, hein, quand même. Alors par contre aussi, malheureusement, je le sais qu'il y a des étudiants qui peuvent utiliser ça pendant les examens. Voilà, ils prennent, clac, une photo, deuxième photo, j'envoie ça à l'intelligence artificielle et répond tous les problèmes, comme ça. Si c'est pas surveillé, c'est un outil de fraude,
qui est assez efficace. Hein. Qu'on peut repérer encore aujourd'hui ou de moins en moins? Encore faut-il qu'il y ait des surveillants. Mais le résultat, je veux dire, est-ce qu'un enseignant est capable aujourd'hui de distinguer ce qui a été généré par une IA et ce qui a été généré par un étudiant brillant? Quand c'est pour résoudre un problème de maths ou de scientifique ou pour répondre à des QCM, c'est pas repérable à mon avis. Hein. Par contre, là où ça peut être un peu plus repérable, c'est quand c'est vraiment des documents qui doivent être rédigés. Quand on le sait, on l'a vu dans des articles que y a des professeurs qui peuvent s'étonner de certains mots, certaines tournures qui semblent inhabituelles et un peu étranges vis-à-vis d'un élève de lycée ou de tel ou tel élève à l'université. Ça peut être repérable quand c'est rédactionnel, mais quand c'est pour résoudre des problèmes scientifiques, je vois pas trop comment on peut le repérer, hein, parce que c'est fait typiquement pour ça, en fait. Hein. Voilà. Donc c'est aussi aux étudiants à apprendre à savoir comment l'utiliser pour en tirer profit, et puis aussi comment justement l'université doit prendre conscience de l'usage de ces outils qu'en font les étudiants pour que les étudiants travaillent quand même et il n'y ait pas d'injustice et puis qu'ils ne soient pas complètement idiots. L'autre jour, il y a un article qui est sorti disant « Attention, l'IA rend idiot ». Bon, je suis poli. Mais de fait, si l'effort que l'étudiant fait pour essayer de comprendre, raisonner, résoudre un problème, tout ça c'est aussi important que la réponse elle-même. Donc si il passe au-dessus de ça, le risque c'est que le niveau intellectuel, effectivement, les efforts nécessaires et l'apprentissage passent un peu à l'as et que les étudiants après ils soient d'un niveau intellectuel moins important. En tout cas, c'est un risque. Je ne dis pas que c'est le cas, mais c'est un risque. Alors on a essayé d'éclaircir un peu ces termes que sont neurosciences et intelligence artificielle. Il y a un autre gros mot sur lequel il faut qu'on s'arrête, Laure Tabouis, c'est le transhumanisme. Il est indissociable de la question des neurosciences, ce terme? Oui, en fait, le transhumanisme, tel qu'on l'entend aujourd'hui, c'est un courant de pensée qui est né officiellement, qui est né dans les années 1980 aux États-Unis, mais qui est plus ancien, dont l'origine est plus ancienne, date des années 50 pour le coup, des années 40-50. Et alors, en quoi ça consiste? En quoi ça consiste? C'est la croyance d'une idéologie de dire que l'homme se doit de s'améliorer génétiquement, cérébralement et corporellement pour pouvoir passer à l'étape d'après. En fait, ça véhicule l'idée que l'homme, en étant tel qu'il est, avec sa finitude, dans sa fragilité et dans sa vulnérabilité, n'est pas abouti. Et donc, du coup, cette imperfection-là doit être effacée pour l'aboutissement de l'être humain, parce qu'il est dans un état de transition avec sa finitude, son imperfection et sa fragilité. Et c'est là que les neurosciences interviennent et sont très intéressantes pour les chantres du transhumanisme. En fait, à l'intérieur de cette idéologie transhumaniste, il y a cette volonté de s'améliorer, de s'augmenter cérébralement, et c'est là où effectivement où rentrent les neurosciences. Et alors, d'un point de vue très concret, ça consisterait en quoi? Et ça consiste peut-être déjà en quoi? Alors, d'un point de vue très concret, dans les recherches... c'est des puces dans le cerveau? Voilà, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les neurotechnologies. Alors, il y a les implants cérébraux dont on parlait tout à l'heure de Elon Musk, mais qui sont des implants cérébraux. Ça, c'est ce qu'on appelle les neurotechnologies invasives. On va avoir des neurotechnologies non invasives qui sont... ça rentre toujours par une porte dite de thérapie, c'est-à-dire que de soins. C'est-à-dire qu'on va...
le marketing autour de ces neurotechnologies va rentrer par le biais de on va vous soigner une telle ou telle pathologie cérébrale, on va soigner l'Alzheimer, les tremblements du Parkinson, les TOC, l'épilepsie, la dépression, que sais-je. Et en fait, par cette porte-là, on implante, en fait, où on rentre. Les neurotechnologies non invasives sont des casques type Bose qui vont capter ce qu'on appelle le rythme cérébral, les ondes cérébrales, qui sont une partie des données cérébrales, pas toutes, mais une partie, et qui, par ce biais un peu marketing, vont dire, voilà, on va pouvoir lire dans les pensées et lire la conscience, et télécharger la conscience dans un support numérique. Ça, c'est vraiment en vue d'une idéologie transhumaniste, pour le coup. Mais ça, c'est du fantasme ou de la réalité? On y est déjà? Ou bien c'est encore de la science-fiction? Téléchargement de la conscience ou des pensées dans un support numérique, on est de l'ordre de la fiction aujourd'hui, du fantasme. En revanche, les recherches sont aujourd'hui, s'avancent aujourd'hui, sont avancées aujourd'hui pour créer des neurotechnologies qui, depuis plus de 30 ans, des Parkinsoniens sont implantés. L'implant cérébral chez les Parkinsoniens, chez les dépressifs ou chez les épileptiques ou les TOC fonctionne. Pour le coup, ça c'est Clinatech, c'est à Grenoble avec Benamid, et c'est fonctionnable pour le coup, mais dans un cadre thérapeutique, dans un cadre de pathologie. En revanche, l'idéologie telle qu'elle conçoit les implants cérébraux, enfin les neurotechnologies, c'est vraiment à des fins d'amélioration ou d'augmentation de capacité cognitive. Et là, c'est une autre paire de manches. On parle d'une autre frontière. Et donc, effectivement, actuellement, aujourd'hui, on est sur une frontière fantasme, réalité. On est sur une frontière, une frontière à des fins médicales, non médicales, où en fait, les frontières sont très poreuses. La ligne de crête est très difficile à gérer parce que l'ambiguïté des définitions, telles de celle de l'OMS dans le soin, par exemple, de 47 ou d'autres définitions sont très ambiguës de base. Et donc, du coup, toutes les sociétés aujourd'hui vont rentrer dans le... Donc, en fait, on est sur une ligne de crête de fantasme, réalité, vouloir partir dans une idéologie. Et en même temps, actuellement, on est dans un roue libre, en fait. Actuellement, roue libre d'idéologie, sans qu'on soit capable sans qu'il y ait des personnes qui arrivent à dire non, mais il faut qu'on arrête. Il faut une limite. On commence à y arriver, mais à dire il faut une limite. Laquelle ? Mais laquelle ? C'est la question. On va y revenir dans un instant. Père Benoît Copeau, ça c'est... des questions que vous abordez avec les étudiants que vous accompagnez, ou alors vous disiez que ils n'y sont pas confrontés de manière très claire encore dans le cadre de leurs études, mais non, en fait, c'est-à-dire que étant donné la manière dont sont faites les études de médecine, moi je les suis jusqu'au moment où ils apprennent les spécialités en général. Cardio, pneumo, endoc, rhumato, neuro, maladies infectieuses, des choses comme ça. Donc c'est plus l'état des connaissances en vue de reconnaître une maladie et de soigner cette maladie. Ces choses-là, c'est à mon avis trop récent pour que ce soit appris dès le second cycle comme étant des thérapies utilisées normalement pour telle ou telle maladie. Néanmoins, il y a des implants, effectivement des questions d'implants, notamment pour la maladie de Parkinson et des choses comme ça, alors que ils doivent apprendre, je suppose, parce que c'est assez connu maintenant. Ouais. Et qui ont pour effet de diminuer, voire de faire disparaître les tremblements. Les tremblements, oui. Oui. Et ça, oui. Et pour vous, ces questions, c'est inquiétant ou on est dans le fantasme? Qu'est-ce qui serait inquiétant? Ces questions de transhumanisme et on en parlait pour tout dire quand on a préparé cette table ronde. Vous me disiez il faut quand même faut pas s'affoler, quoi. Oui, alors d'abord c'est vrai que moi je suis pas spécialement inquiet de nature, mais d'abord d'un point de vue théologique,
l'homme a été, enfin c'est une affirmation de la Bible, hein, la révélation à laquelle on croit, c'est que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alors toute la question, c'est qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous me l'enlevez de la bouche. Alors ce que ça veut dire, c'est une manière de voir les choses, c'est-à-dire que Dieu est un être rationnel, le logos, et donc l'être humain, lorsqu'il fait usage de sa raison, il est fidèle à cette image et à cette ressemblance. Et il est aussi un être, Dieu est un être créateur, et l'homme aussi est un être qui crée des choses. Dieu est un être relationnel. L'homme ne peut se comprendre qu'en relation avec d'autres personnes. Voilà des éléments qui sont importants à garder à l'esprit, notamment le côté la création. C'est-à-dire qu'il est de la nature de l'homme de faire des inventions, de découvrir le monde et l'univers. D'explorer. Et d'explorer, et puis aussi de comprendre, et puis aussi de le modifier. Et c'est normal, je veux dire, ça correspond à sa nature, que de vouloir à la fois réfléchir, et puis aussi d'inventer des choses, et de modifier les choses pour soulager, par exemple, des maladies, pour guérir des maux, ou pour faire en sorte que les personnes puissent vivre dans de meilleures conditions, etc. etc. Donc dans ce sens-là, tout ce qui est, une partie de ce qui est du transhumanisme ou de l'homme augmenté, n'est pas forcément mauvais, dans la mesure où, par exemple, il peut y avoir des personnes qui sont handicapées. Par exemple, une personne qui ne peut plus parler parce qu'elle a eu un accident, on peut imaginer qu'on trouve un dispositif qui permet à ce que la personne puisse se réexprimer normalement. Ce serait dommage de s'en priver quand même. Ça existe ça aujourd'hui, Laure Tabouy ? Ça commence à être des prototypes qui existent. Ouais, c'est sous l'angle expérimental. Et ça intervient au niveau cérébral. Oui, ce sont des neurotechnologies, effectivement. Une personne qui, par exemple, suite à un accident, serait émis ou tétraplégique. Vous imaginez, ce serait formidable si, effectivement, on utilise des dispositifs qui permettent de rendre à cette personne sa mobilité. Donc, ce serait dommage aussi de s'en priver. Ça fait vraiment partie, je pense, du rôle de l'homme et de ce qu'il y a de plus légitime que d'utiliser ce genre de technique pour pouvoir soulager des personnes, pour faire le bien. Voilà, la question, c'est un outil en lui-même, il est neutre. Un couteau, on peut l'utiliser pour couper un fromage, pour manger, mais on peut l'utiliser pour tuer quelqu'un. Donc est-ce qu'on va mettre le couteau à la poubelle pour autant ? Pas du tout. C'est un autre niveau, tous ces outils-là. Mais néanmoins, le problème, il est toujours le même. C'est en fait l'usage qu'on va faire de tel ou tel outil va refléter ce qui se cache dans le cœur de l'homme et de celui ou celle qui l'utilise. Vous voyez, c'est pas parce qu'on peut en faire un mauvais usage qu'il faut l'interdire, qu'il faut l'empêcher, mais qu'il faut réfléchir. Et c'est pour ça qu'il est important, le discernement est essentiel avant d'utiliser telle ou telle chose de telle ou telle façon. Est-ce que la frontière, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, Laure, c'est à quel moment on finit de soigner, de prendre soin de quelqu'un qui est malade ou qui est souffrant pour en faire quelqu'un qui aurait des capacités ou qui pourrait avoir des capacités qui sont au-delà de ce qu'un humain, naturellement, est en mesure de faire ou d'être. En fait, la question, dans les frontières vraiment poreuses actuellement, la question de la normalité de la pathologie est vraiment sous tension. En fait, ça remet sous tension ces questions-là. C'est ce qu'a abordé Canguilhem, mais c'est vraiment ça fait partie des frontières entre le soin aussi et l'augmentation, entre l'homme réparé et l'homme augmenté, mais il faut être assez clair sur l'idéologie que transporte aussi l'idéologie transhumaniste. C'est vraiment un dépassement, c'est une machine humaine, le dépassement de l'être humain. Donc c'est par et avec la technique. Donc c'est finalement leur saint graal, en fait, c'est la quête de l'immortalité derrière.
On est vraiment sur un dépassement, repousser la limite de la mort. Mais c'est même repousser la limite de la mort, c'est même l'évacuer, en fait. On l'évacue. On évacue ce problème-là. Donc derrière ça, il y a la question de la finitude, mais il y a aussi la question de l'homme se prend pour Dieu, en fait. Enfin, c'est être à la place de Dieu pour créer. Et en fait, on n'est plus créature de Dieu. On est vraiment créateur, du coup, notre propre créateur. Enfin, du coup, il y a une question derrière qui est théologique. Père Benoît Copeau. C'est une énorme tentation qui se manifeste là, mais qui n'est pas spécifique à ce genre de questions. C'est se prendre pour le créateur, c'est-à-dire non pas, c'est-à-dire se façonner soi-même, s'imaginer qu'on peut être sa propre origine en réalité. Mais c'est un mensonge, ça n'existe pas. C'est-à-dire on peut se mentir, mais ça ne change pas la réalité. Pourquoi c'est un mensonge ? Pourquoi ça n'existerait pas ? Alors là, je parle en théologien, c'est-à-dire que moi, je parle en tant que quelqu'un qui croit que la Bible révèle quelque chose de fondamental de la nature de Dieu, la nature de l'homme, de sa relation entre les hommes et avec Dieu. Donc si je m'appuie sur cette foi-là, c'est un des éléments fondamentaux de la foi chrétienne et juive, c'est que à l'origine de tout, il y a Dieu. Dieu a créé à partir a tout créé à partir de rien. Donc ça veut dire qu'il n'existe rien, et il n'y a rien qui existe qui ne vienne de Dieu. Voilà. Mais c'est une foi, je suis d'accord avec vous, c'est pas la science qui peut le dire. Mais si on peut le faire, pourquoi ne pas le faire ? Si on en est capable ? Parce que tout n'est pas forcément bon à faire. C'est la question de la liberté humaine. C'est pas parce qu'on peut faire quelque chose qu'il faut le faire. Et c'est vrai pour l'intelligence artificielle, mais c'est vrai pour n'importe quoi. Est-ce que c'est ce que l'on fait, ça permet de faire le bien, à être un outil de libération de la personne, voilà, ou est-ce qu'au contraire c'est un outil d'asservissement ? Parce que il y a bien des manières que l'homme s'asservisse lui-même, et notamment, vous savez, les outils, plus ils sont sophistiqués et puissants, plus en réalité la fascination que ces outils exercent ne sont ni plus ni moins que du narcissisme en fait. Voilà, on se regarde soi-même en regardant des outils que l'homme a lui-même créés. C'est ça qu'il y a derrière. Donc, et regardez, vous voyez, moi, c'est ce qui m'a frappé là avec l'intelligence artificielle. Vous avez posé une question, il y a une dame qui a une très belle voix qui vous a répondu. Il paraît qu'il y a même des gens qui sont tellement fascinés par ça qu'ils en finissent par croire que c'est vraiment une personne qui est derrière. Il y a un film comme ça qui s'appelle R. Là-dessus, quelqu'un qui tombe amoureux d'une intelligence, d'un robot, enfin d'un ordinateur. Mais en fait, c'est du narcissisme en réalité, parce que c'est faux, ce n'est pas une personne, simplement un algorithme derrière. On aura beau même mettre des algorithmes encore plus sophistiqués, encore plus malins, encore plus extraordinaires, qui nous permettraient de plus en plus avoir des difficultés de voir la différence entre le réel, enfin entre l'intelligence humaine et artificielle. Néanmoins, l'intelligence artificielle, si elle était intelligente, elle resterait qu'artificielle. C'est un outil. C'est quelque part, c'est être fasciné par soi-même que de se laisser fasciner par des outils qui sont créés par l'homme. Alors, Laure Tabouy, vous avez évoqué déjà il y a un instant les questions que sont la vulnérabilité, les limites, la fragilité et puis la finitude. C'est la condition humaine. La seule chose dont on soit à peu près sûr, c'est qu'on va mourir un jour. Est-ce que finalement, tout ce qu'on est en train de dire là, et notamment le transhumanisme, a pour objectif d'évacuer complètement
ces limites qui sont considérées comme des anomalies, ce que vous avez dit, un peu comme des erreurs quoi, de câblage et qu'il faut absolument réparer parce que mourir, parce que tomber malade, parce que avoir des accidents, vieillir, c'est pas possible. C'est ça. En fait, ça c'est l'idéologie transhumaniste pour le coup. C'est ce que portent en fait ces idéologies-là. En revanche, ce qui est extrêmement intéressant du coup pour les chrétiens aussi, pour le rôle, en fait, notre rôle de croyant, de chrétien, c'est aussi peut-être au sein même de ces réflexions, de leurs réflexions à eux, c'est peut-être aussi s'insérer dans cette réflexion de qu'est-ce que la complexité humaine, finalement. En fait, peut-être que la chance que l'on a aujourd'hui de vivre avec ces systèmes d'IA et les neurosciences et les avancées des neurosciences et le développement des neurotechnologies, c'est que en fait on a un retour de bâton en disant mais en fait ça nous réinterpelle sur notre propre complexité, sur notre propre finitude, sur notre propre fragilité humaine. Qu'est-ce que l'être humain? De quoi il est constitué? Quelle est son évolution? Alors on a une évolution qui est l'évolution avec de l'humanité, avec parlons juste du cerveau. Le cerveau a évolué au rythme de l'humanité elle-même. En fait, il s'est complexifié avec l'utilisation des outils, avec l'utilisation du feu, avec l'utilisation, avec la sociabilisation de l'être humain, avec le fait qu'il forme un village, une ville, une société. Le cerveau s'est complexifié avec toutes ces relations, toute sa manière de rentrer en relation avec l'autre. Il est devenu plus humain, en fait. Il s'est finalement accompli en tant qu'humain à l'intérieur de cette complexité. Et donc, en fait, peut-être que ce qui est l'intéressant là, c'est d'aller comprendre aussi ce que nous apprennent les neurosciences, le développement des neurotechnologies, les systèmes d'IA, comme a dit le père Benoît, ce sont des outils, en fait, et il ne faut finalement, il ne tient aussi qu'à nous de les laisser en tant qu'outils, de les utiliser en tant qu'outils. Mais peut-être qu'il faut qu'on prenne aussi cette chance au vol en disant, nous en tant que chrétiens, peut-être que notre place dans le débat de la société, parce qu'on est aussi fait partie de la société, en tant que citoyen, on a peut-être aussi ce rôle dans le débat de réinterpeller cette complexité humaine à la lumière finalement de l'Évangile, à la lumière de notre foi chrétienne et de notre origine judéo-chrétienne, et pour dire que on n'est pas réduit, l'humain n'est pas réduit à une simple machine. On est plus que ça, un être relationnel, un être aussi qui vit une relation, et quand on est croyant, on vit une relation avec le Seigneur, et qui est en constante évolution. Et ce que nous apprennent vraiment les neurosciences, c'est que notre cerveau est en constante évolution, plastique, apprend toute notre vie. On est capable d'être réparé aussi toute notre vie. Il est important aussi qu'on sache ne pas opposer foi et science, en fait, mais qu'on les attache ensemble et qu'on les fasse naviguer ensemble, dialoguer ensemble, ouais. Mais j'en reviens à la question de la fragilité. Alors, Père Benoît Copeau, je vais vous provoquer peut-être un petit peu, mais après tout, pourquoi ne pas chercher à l'évacuer, cette fragilité? Pourquoi y consentir si on est en mesure, d'un point de vue scientifique, technique, technologique, de la repousser, de la réduire au maximum pour être des êtres plus forts, moins vulnérables? Alors, vous pouvez la réduire, hein, cette fragilité. J'ai envie de dire, ça peut être une très très bonne chose. Mais en fait, vous ne pourrez pas la faire disparaître, la fragilité, tout simplement parce que nous sommes des êtres finis, déjà. Nous avons un début, nous aurons une fin. Il est impossible que l'homme ne meure pas. Moi, je me demande bien comment ce serait possible. même si et ce serait même pas souhaitable d'ailleurs, je pense. Donc en fait, c'est tout simplement la réalité des faits. L'être humain est un être limité, et s'il est limité, il a aussi des fragilités. Et ce n'est que ne faire preuve de lucidité et de réalisme que de le découvrir, et puis aussi de l'assumer. Après,
Si une personne, je sais pas, elle a une maladie ou la vieillesse ou je sais pas quoi, c'est pourquoi ne pas effectivement pour résoudre tel ou tel problème, effectivement faire des choses pour que la personne se sente mieux, pour que voilà. Après, il y a des questions économiques, il y a le réalisme aussi technique. C'est bon, il y a par exemple, on se pose la question notamment par rapport à certains traitements du cancer. Il y en a qui commencent à dire qu'il serait possible presque, enfin j'ai entendu un oncologue le dire, qu'on pourra guérir de tous les cancers. J'en doute, mais enfin bon, on pourra en guérir beaucoup, sans doute. Mais sauf que ce qu'il dit pas, ce monsieur, c'est que c'est le prix aussi et les moyens pour le faire. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut... Il y a des enjeux financiers énormes. Oui, et puis pas que financiers, aussi techniques. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui peuvent être possibles dans un laboratoire. Et puis au moment de le diffuser sur un grand nombre de personnes, ça peut être très très compliqué. C'est-à-dire c'est comme lorsqu'on veut aller marcher sur Mars, on peut peut-être y arriver, mais est-ce que c'est souhaitable? Parce que quel prix il faut payer pour ça? Voilà, c'est... Alors vous dites l'immortalité, il faut oublier, les fragilités et la vulnérabilité, il faut les assumer. Alors qu'est-ce que ça veut dire les assumer justement? C'est à chacun de le découvrir ça. Ça c'est infiniment personnel. C'est-à-dire que déjà sa propre fragilité, elle apparaît, elle se manifeste. C'est la personne qui peut s'en rendre compte. Alors, aidé par les autres parfois aussi. Et puis, on peut vivre ce genre de choses, sa propre finitude, comme une malédiction, mais on peut le vivre aussi comme un lieu de rencontre des autres, et puis aussi la rencontre de Dieu, parce que nous avons quand même ceci de particulier dans la foi chrétienne, c'est que le lieu suprême de la révélation de la nature de Dieu, c'est sur la croix. C'est un homme qui meurt sur une croix. Donc il n'y a pas plus vulnérable et puis plus limité que ça, quoi, en réalité. Et en fait, nous, on croit que Dieu se révèle là. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne faut pas faire de la souffrance une sorte de fin en soi, mais c'est pour dire que cette fragilité, Dieu nous rejoint là. Et donc vouloir échapper à ça, c'est vouloir échapper à quelque chose qui est un lieu aussi théologique, qui est un enjeu existentiel fondamental de l'humanité de chacun. Ça veut dire que la fragilité est nécessaire pour rencontrer Dieu ? Mais c'est pas qu'elle est nécessaire, c'est qu'elle est tout simplement. Mais simplement, on peut faire comme si on n'en avait pas, mais c'est faux, c'est un mensonge, ou c'est une erreur, c'est une illusion. On est tous fragiles, on n'a pas tous les mêmes fragilités. En plus, ça varie en fonction du temps et de l'histoire des uns et des autres, mais elle est là. C'est-à-dire qu'une personne qui chercherait à nier cela, elle s'expose à un malheur considérable en réalité. On peut se mentir, mais en réalité, il y a quelque chose du salut qui se joue dans le fait de découvrir ses propres limites, ses propres fragilités, ses propres vulnérabilités, et puis ne pas les vivre comme étant un lieu de malédiction, mais un lieu de salut. Voilà. Un lieu de salut, c'est-à-dire ? Mais c'est un lieu où on se rend compte que le salut, c'est-à-dire que on se rend compte que on est en danger, quoi. En fait, c'est ça. Et que, en fait, au lieu même où on pense qu'on est le plus vulnérable, eh bien, c'est là où Dieu nous rejoint et se révèle tel qu'il est, et qu'il montre qu'en fait, qu'il vient nous aider. Là où on croit, où la vie nous échappe, c'est là où la vie nous est donnée. Laure Tabouy. Moi, je rajouterais que il faut, en fait, si on part des neurosciences et du développement de toutes ces technologies, système d'IA et neurotech, il faut avoir l'humilité de regarder, en fait, de faire, comme j'ai dit tout à l'heure, faire rentrer en résonance, faire dialoguer, en fait,
ce que ça nous dit de la dimension humaine, parce que le Seigneur, Dieu, passe aussi par le fait qu'il nous montre comment notre corps fonctionne. On est corporel, enfin on a un corps que le Seigneur a créé. Donc en fait, il faut avoir l'humilité finalement de se dire, on a ce corps-là que le Seigneur a créé, et l'humilité de faire résonner en fait ce que nous montrent les neurosciences du fonctionnement du corps humain, en fait, avec toute cette beauté finalement, parce que le Seigneur a aussi mis tout son cœur à nous faire tel que l'on est, en fait, et en même temps d'aller rentrer dans ce que ça veut dire finalement d'être vulnérable, digne, fini, fragile. Et en fait, c'est finalement une balance entre la tentation d'effacer cette vulnérabilité, cette fragilité, cette finitude, à l'aide de la technologie, et dans ce que peut nous apporter ce fantasme technologique, qui du coup amène aussi à une certaine déshumanisation, en fait, et en même temps, dans ce que ça veut nous dire aussi de notre propre vulnérabilité, qui est... alors moi, je dirais qu'elle est la vulnérabilité, la fragilité, la dignité, elle est constitutive, en fait. C'est une dimension constitutive et relationnelle de l'homme, en fait, en soi, et c'est là où il faut, au cœur même de ces recherches neuroscientifiques et neurotech, système d'IA, ce que nous montre en fait finalement toute cette évolution-là, c'est ce qu'il faut qu'on fasse résonner en fait finalement de ce que ça nous dit de la vulnérabilité, sa dimension constitutive et relationnelle de l'être humain. Est-ce que ce que vous dites là, c'est recevable, c'est audible dans les milieux scientifiques? Est-ce que c'est facile d'en parler sans forcément porter un étendard chrétien ou catho, parce que je pense que sans forcément être croyant, beaucoup de gens malgré tout s'interrogent, partagent ce que vous dites sur ce que c'est qu'être humain ou un risque de déshumanisation. Alors je pense qu'il y a une prise de conscience quand même réelle au sein même du monde, en fait, à l'international, de ce qui est en train de se passer un petit peu. En fait, il y a quand même une volonté de prise de conscience de ce qu'on est en train de vouloir faire avec l'être humain. Et donc il y a un monde, finalement, c'est un peu le combat SPI, en fait, à la fin, finalement. C'est vraiment une idéologie fantasmique, fantasme d'un côté, avec aussi un raisonnement humaniste aussi de l'autre côté. La réalité, elle est que énormément de monde, la foi est quelque chose de éminemment personnel, et on n'a pas besoin d'afficher notre foi pour vraiment nous embarquer dans des questions de réflexion philosophique, anthropologique et éthique dans ces questions-là. En revanche, il y a une composante essentielle à prendre en considération, c'est que selon les cultures, selon les religions, selon les croyances, selon les idéologies, on ne va pas aborder l'humain de la même manière. Et en fait, c'est le plus difficile dialogue finalement qu'on a à faire aujourd'hui, c'est de se mettre un peu en diapason avec toutes ces différences de conception que l'on a, parce qu'à travers, par exemple, le cerveau, pour beaucoup de croyances, de spiritualité, de culture, c'est le lieu de la personnalité, le lieu de la relation avec le Seigneur, et en même temps, ça peut être simplement un organe, en fait. Qui est juste un organe en fait au sein même du corps. 1,5 kg de chair molle. C'est ça, exactement. Et donc il y a finalement là où on peut rentrer, là où le rôle des chrétiens peut aussi être important dans tout ce débat actuellement, et là on peut rentrer aussi vraiment pleinement, c'est peut-être aussi nous réinterpeller sur ce que nous-mêmes, ça veut dire la vulnérabilité, la finitude, sur ce que veut dire aussi la dignité humaine, ce que veut dire notre fragilité, comment ça résonne en nous en tant que chrétiens, à la lumière de l'Évangile, à la lumière de ce que aussi le Seigneur veut nous dire derrière. Comment est-ce qu'on réintègre aussi cet humanisme? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous en tant que chrétiens, cet humanisme intégratif? Et puis c'est vraiment... à l'intérieur même de ces questionnements, c'est refaire rentrer cette espérance finalement d'être fini
et cette espérance de leur relation avec le Seigneur qui rentre vraiment en relation avec notre fragilité, nos relations humaines, notre vulnérabilité, notre anthropologie en fait telle qu'il nous a créés. Père Benoît Copeau, vous voulez ajouter quelque chose? Moi, je voudrais dire simplement une chose, c'est que bon, c'est vrai qu'il y a différentes idéologies, différentes religions, différentes cultures, etc., mais néanmoins, on peut considérer qu'il y a un juge de paix aussi, et le juge de paix, c'est peut-être la manière, en tout cas, moi, c'est ce que je pense, dont on traite les personnes les plus vulnérables d'une société. Et je pense que c'est un bon critère de discernement de la qualité humaine d'une société en regardant la façon dont cette société prend soin ou prend pas soin des personnes les plus vulnérables. Alors ça peut être les malades, les personnes âgées, des personnes qui sont réfugiées, des choses comme ça. Enfin voilà, comment on traite ces personnes qui sont en état de fragilité. Et là, je pense que là, ça fait la vérité des situations. C'est-à-dire qu'on a beau raconter tout ce qui peut nous faire plaisir, mais à la fin, on peut vraiment se rendre compte que, par exemple, en Europe, je ne suis pas toujours certain qu'on ait des leçons à donner sur ces sujets. Hein. Alors, on fait beaucoup de choses, il y a des choses magnifiques dans notre tradition sociale en France, mais sur certains points, on peut se poser des questions, notamment les questions de l'aide à mourir, à l'aide à mourir. Voyez, est-ce que ça induit dans le fonctionnement d'une société de la solidarité des générations entre elles, ou d'autres choses du même genre. Donc, je pense que on peut s'interroger en se disant oui, c'est vrai, dans une culture qui est plurielle, on peut toujours débattre longtemps, savoir qui a raison, qui a tort, ou quelle est la meilleure anthropologie ou autre, mais je pense que ça, c'est un élément qui me paraît assez objectif, qui permet d'avoir une idée de ce qui sous-tend. Je reviens à ce que je disais au début, c'est au fond, tout ça, ça révèle ce qu'il y a au fond dans le cœur de l'homme. Et dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de choses. Alors, il y a des belles choses, et puis des fois, il y a des choses qui sont moins bonnes. Et il y a un combat spirituel qui se fait. Et c'est une question, Benoît XVI l'a rappelé, c'est la question, autant en science, les choses se cumulent, les connaissances se cumulent, mais en termes éthiques, en termes moraux, chaque génération, chaque personne a à se reposer les questions, et les enjeux se reposent tout le temps. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté de participer à cette table ronde. Merci. Non, merci beaucoup, c'était très intéressant. Peut-être une question pour le père Benoît Copeau. C'est est-ce que du coup le discernement spirituel peut vraiment aider à contrecarrer toutes les personnes qui défendent le fait de l'amélioration de soi par la technique? Alors, contrecarrer peut-être pas, mais en fait, le discernement, il est essentiel à la vie chrétienne. C'est-à-dire que nous, on ne considère pas que, en fait, on a à réfléchir en fonction d'autorisés et interdits, simplement comme ça. Donc, on fait une liste d'autorisations, d'interdits, et puis on essaye de caser telle situation pour savoir si c'est dans le rouge ou si c'est dans le vert. En fait, c'est pas du tout ça. Là, effectivement, le discernement, il est à faire parce qu'il y a beaucoup de situations dans lesquelles les choses ne sont pas si évidentes que ça. Donc, il faut prendre du temps. Et il faut prier, il faut réfléchir, il faut s'informer, il faut comprendre la complexité des situations et des enjeux qui se font. Et puis là, la prière est essentielle, c'est-à-dire, bon là, je reviens à la spiritualité ignatienne, qui n'est pas le monopole des jésuites, mais voilà, que dans la prière, avec le discernement des esprits,
après avoir réfléchi, s'être informé, interroger les uns les autres, on peut finir par trouver la solution la meilleure dans la situation telle qu'elle se présente. Voilà. Voilà ce que je peux dire. Donc c'est essentiel, le discernement. Vous avez parlé de monopole, mais du coup, est-ce qu'un athée peut avoir la même démarche ? Si une personne est athée, c'est qu'elle ne croit pas en Dieu, donc c'est plus du discernement. Ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas réfléchir et essayer de trouver des clés pour essayer de trouver... parce que chaque personne est à la recherche normalement du bien, on pourrait y croire, du bien, du vrai, ou du beau. Je pense que normalement une personne saine a cette même aspiration. Mais c'est pas exactement la même chose, parce que en fait, dans la perspective d'une personne croyante, ça se joue dans la relation à Dieu, dans la relation au Christ. Donc une personne athée, elle peut faire un travail de réflexion et de discernement, mais le mot discernement n'aura pas le même sens en fait. Parce que dans un cas, c'est une démarche de foi, dans l'autre, c'est une démarche de réflexion intérieure qui peut avoir sa valeur et qui peut aboutir tout à fait à la même chose. Mais par rapport à celui qui fait cette démarche, c'est pas du tout la même chose. Parce que en fait, l'homme se comprend dans la relation à Dieu. J'ai dit au début, hein, l'homme a été fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est-à-dire que l'homme se comprend davantage en étant en relation avec son Créateur. Voilà. J'ai un jeune qui m'écrit: pour les matérialistes réductionnistes, l'âme n'existe pas en tant que substance immatérielle distincte du corps, car toute réalité, y compris l'esprit et la conscience, est réduite à la matière. Les phénomènes mentaux sont considérés comme des produits de la matière, principalement le cerveau, et peuvent être expliqués par les sciences physiques et neurobiologiques. Cette conception nie le dualisme cartésien qui sépare l'âme du corps et rejette l'existence d'un au-delà. Ma question est, est-ce qu'on peut être neurophysicienne et penser que l'âme a encore une place ? En fait, c'est beaucoup plus complexe que ça, pour le coup. Il y a, pour les neuroscientifiques, il y a deux choses. Il y a le mot réductionnisme, qui date qui date depuis Descartes, en fait. En soi, le réductionnisme est nécessaire en science pour pouvoir expérimenter. C'est nécessaire. Il n'y a rien de mal à réduire finalement les phénomènes pour que les ramener à la paillasse, pour les ramener à l'expérimentation, parce que finalement on en a besoin. En fait. Donc en soi, le réductionnisme n'est pas en soi une problématique. C'est ce qu'on en fait ensuite derrière qui, pour le coup, est questionnant. Si on est sur un réductionnisme qui pousse vers un matérialisme, donc qui fait que on ne croit que la matière, on ne prend que la matière et rien d'autre finalement que la matière est notre conclusion et qu'on pense que ça, effectivement, on nie une certaine vie matérielle. Alors, le dualisme cartésien, il est mal compris, en fait, en vrai. Alors, chez les neuroscientifiques, il est très mal compris, mais en règle générale, il est très mal compris. Descartes, il a réduit pour pouvoir expérimenter. Il s'est posé la question de la réduction pour pouvoir expérimenter la matière. Mais en soi, le dualisme... c'est vraiment une dimension corps-âme. En tant que chrétien, on peut replacer le corps-âme-esprit, pour le coup. Corps-âme, corps, on est corporel, on fonctionne avec un corps, et on n'a pas à nier le corps. L'âme va être peut-être le lieu des phénomènes neurobiologiques que l'on peut visualiser par le matériel au sein même de nos expérimentations. On peut avoir finalement voir ce qui peut se passer un peu lorsqu'on est un peu conscient, lorsqu'on pense, voilà, les phénomènes neurobiologiques visibles. Et puis après, replacer l'esprit par cette relation finalement qui est constitutive de notre vie chrétienne, et cette relation que l'on a finalement, en fait c'est au cœur même de ces phénomènes neurobiologiques
on va avoir cet espace d'ouverture de cette relation finalement où l'esprit va arriver. En fait, pour la faire simple, le dualisme cartésien est très 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 mal compris, donc on a l'impression que c'est une réductionnisme matérialiste. En fait, pas du tout. C'est vraiment ce qui s'est un peu passé après avec la Métrie ou Leibniz, pour le coup, qui a vraiment enfoncé le clou du matérialisme. Et en France, les neurosciences sont, pendant quelques années, ont vraiment un héritage très scientiste et matérialiste avec Jean-Pierre Changeux en particulier. À ceci près que si on relit un peu le dialogue Jean-Pierre Changeux-Paul Ricoeur de La nature et la règle, par exemple, qui s'est passé après l'apparition de l'homme neuronal, le livre de 83 de Jean-Pierre Changeux, il y a eu ce dialogue-là a réouvert un peu le dialogue justement un peu assoupli, ce matérialisme neuroscientifique. En fait, il y a deux écoles en France où il y a vraiment des neuroscientifiques matérialistes assez durs, en fait, mais ils sont vraiment peu. La communauté neuroscientifique est plutôt une communauté qui s'interroge énormément et qui est très interpellée par ce qui se passe et qui est très prudente. Donc il y a une prudence. C'est la raison pour laquelle il y a dans la communauté neuroscientifique avec les neurotechnologies énormément de personnes qui freinent un peu des cas de fer en disant attention, on est prudent dans nos conclusions. Moi, je dirais simplement une chose, 30 secondes. Je dirais que c'est une foi qui en vaut bien une autre. Alors moi, je suis très inquiète, mais je suis contente d'entendre qu'il y a une communauté qui existe quand même en France, parce qu'on ne parle... Le seul nom dont on a cité aujourd'hui, c'est Elon Musk. Bon. Moi, j'ai vécu aux États-Unis dans les années 2000. J'ai vu passer toutes ces histoires-là dans des lieux un peu étonnants. Et je trouve qu'on laisse passer. On n'entend parler que des choses américaines et on ne laisse pas passer la communauté française. On ne les voit pas, on ne les entend pas. La question, c'est, je suis très inquiète ne serait-ce que l'histoire des examens là, des jeunes. Pourquoi on ne leur ôte pas leur téléphone? Si vraiment ils peuvent faire toutes leurs études avec un téléphone, je ne vois pas pourquoi ils ne le feraient pas. Et je suis très inquiète que les jeunes se posent ce genre de questions. Pourquoi ils n'iraient pas beaucoup plus sur l'esprit augmenté? Moi, je suis à leur place aujourd'hui, je me fais même mettre des implants pour réussir des examens. En fait, c'est là où, à mon avis... Pardon, c'est pas une question, c'est... C'est là où, à mon avis, on peut avoir un vrai rôle on peut faire comprendre aussi que la fragilité de la vie, elle est aussi porteuse d'espérance. En fait, c'est là où on va rentrer. Mais il ne faut pas aller, à mon avis, la nécessité de faire comprendre que c'est au lieu même de notre fragilité, de notre vulnérabilité, et que la foi, en fait, finalement, rappelle que c'est précisément au sein même de toutes ces limites-là et de notre fragilité que se joue la profondeur finalement de l'humain, en fait, et de la présence de Dieu et de cette relation à Dieu. En fait, c'est aussi faire découvrir finalement ce qu'est la foi, mais en allant sur le terrain, en fait, sur le même terrain qu'eux. En fait, on arrive à dialoguer que parce que on part sur le terrain du développement technologique, des neurosciences, de ce que ça veut dire derrière. Et à l'intérieur de ça, on remet un dialogue. En fait, il faut aller vers eux. Et En tout cas, je tiens quand même à dire une chose, c'est malgré ces questions éthiques qui sont très importantes, mais si on peut soigner des maladies et soulager des personnes, il faut le faire, même dans la mesure où c'est raisonnable, quoi. Voilà, c'est tout. Je suis pour... j'ai parlé tout à l'heure, effectivement, de la vulnérabilité et tout ça, mais je veux dire, tant qu'on peut soulager des gens et les soigner, voire les guérir, après tout, c'est ce que le Christ faisait. Enfin, il soignait pas, lui, il guérissait. Mais voilà. Tout. Mais peut-être, je crois que c'est la dernière.
question, mais juste peut-être pour prolonger la question abordée avec un autre angle, qu'est-ce que vous répondriez, vous, personnellement, aujourd'hui à un jeune qui dit « mais à quoi bon faire des études, puisque avec les promesses peut-être fallacieuses de l'intelligence artificielle et du transhumanisme, de toute façon, quelqu'un pourvoira tout cela à ma place, et à quoi bon chercher à m'améliorer ?» Donc exactement, qu'est-ce que vous diriez à un jeune qui vous dit ça? Je suis un peu désemparé pour répondre facilement. Je dirais que, en fait, ce qui fait qu'on puisse être satisfait de sa vie, c'est notamment d'apprendre des choses, faire des efforts pour réussir à résoudre des problèmes, à découvrir, à faire une démarche intellectuelle qui permet d'aller plus loin, chacun, voilà, à son niveau, etc. Alors, vous savez, moi je me souviens quand j'ai commencé quand j'étais au collège, on n'avait pas tous eu l'usage des calculatrices, mais rapidement on l'a utilisé. Moi je me souviens que dans les générations de mes parents, eux, les ingénieurs, ils utilisaient encore des règles à calculer ou des abacs et choses comme ça. Je veux dire, on peut toujours dire oh là là, c'était quand même mieux quand on faisait les calculs à la main, etc., etc. Mais c'est quand même drôlement utile parce que ça fait gagner du temps et ça évite des erreurs. Alors l'intelligence artificielle est utile dans ce domaine-là, parce qu'effectivement, ça permet de compiler des masses extraordinaires d'informations, peut-être de faire des liens sur des choses auxquelles on ne pense même pas, et qui permettront de faire des découvertes extraordinaires. Il n'y a aucune raison de s'en priver. Par contre, en fait, l'illusion, ça vient du fait que en l'utilisant sans comprendre ce qu'on fait ni comment ça marche, ça n'a pas de conséquences. Si, ça a des conséquences. La preuve, c'est qu'on utilise aujourd'hui des calculettes, mais on continue à apprendre aux enfants à faire des additions, des soustractions, des multiplications, parce que même s'ils vont jamais les refaire plus tard, c'est important dans la démarche intellectuelle. Pareil pour le fait d'écrire à la main, faire le travail de rédaction. L'intelligence artificielle peut vous faire un texte magnifique. Mais en fait, rien ne remplacera le fait que un jour, on a pris un stylo et puis on a fait la démarche d'être créateur, d'être créatif. Et ça, l'intelligence artificielle ne crée rien, en fait. C'est pas Laure qui va dire qu'il faut arrêter les études. Merci. Non. Je voulais répondre à la question. Oui. Rapidement. Le forum ferme et on nous met dehors. Oui, merci pour la question. Moi, ce que je répondrais, c'est que si j'étais tout puissant, j'ai besoin de personne. Et que mon bonheur, c'est la relation avec l'autre. Donc si j'ai tout puissant, j'ai pas de relation avec l'autre, et je passe à côté de mon bonheur.